Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au supplément de deux scénarios Dust and Blood, donc de poussière et de sang pour l'appel de Cthulhu by Gaslight, donc c'est la version ère victorienne. Je suis un peu frustré parce que je viens déjà d'enregistrer la vidéo, mais j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc mais au moins je connais mon sujet, c'est bien. Alors, il s'agit de scénarios pour Cthulhu by Gaslight. Le premier est inédit, le deuxième est en fait une repompe. Enfin, c'est une nouvelle version en fait, quasiment sans aucun changement, d'un scénario qui était présent dans les Sacrements du Mal. Toujours pareil, on a une vision, enfin un habillage qui est très très propre. Au niveau des dessins, on a de très très bons sur le second scénario et essentiellement les couvertures sont très très chouettes avec une sorte d'aberration chromatique de filtre façon un petit peu impressionniste, c'est très très particulier, mais c'est chouette. Le scénario premier est très simple. Vous avez un monsieur égyptologue fasciné, très riche, qui décide d'essayer de ressusciter une momie, ce qui n'est pas une bonne idée. La momie revient comme Joseph Curwen dans l'affaire de Charles Dexter Ward, donc c'est une living foulness, je crois, donc c'est une sorte de monstre, de créature ressuscitée, mais qui a un bug, c'est-à-dire qu'elle est, le rituel se passe pas bien, et ni vu ni connu, le type décide de brûler le corps de la momie et de faire appel aux éboueurs, donc les fameux Dustmen, qui bossent dans les Dust Yards, puisqu'en fait ils brûlaient tout, ils broyaient les os, ainsi et aussi, donc ça crée des nuages de pollution qui sont typiques de l'époque victorienne, commencent à se propager, et donc la momie, enfin le ressuscité ne meurt pas vraiment, mais mais il prend une sorte de contenance sous forme de poussière, et c'est tout le but du jeu. Vous avez dans le premier scénario la possibilité de jouer des gens des classes sociales basses ou des classes sociales moyennes, à savoir des gens qui bossent en tant qu'éboueurs, donc Dustman, ou des gens qui bossent dans l'administration du Dust Yard, donc l'entreprise privée qui brûle les corps, les objets, j'en passe et des meilleurs. Le scénario est extrêmement simple, il est basé avec des pistes et beaucoup de choses pour encadrer les joueurs, surtout les nouveaux joueurs. Il y a aussi des pré-tirés qui sont disponibles si jamais vous souhaitez faire jouer le jeu en convention ou en one-shot. Donc les profils de PNJ sont très très simples, avec le patron d'entreprise industrieux, l'assistant un peu fêlé et le valet du monsieur, le valet en fait de Stenmoor, donc l'instigateur de cette histoire-là, qui est complètement flippé parce qu'il sait qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Le début donc, se passe soit dans les bureaux, soit directement dans la cour pour travailler, où on pose des scènes qui vous sont données pour vous aider en fait sur comment ça va se passer au quotidien. Il y a un truc qui est très très bien par contre, c'est dans les deux scénarios, on vous donne des effets de perte de santé mentale liés à votre environnement de travail et liés au scénario. Ce qui, donc, quand vous, enfin, juste ratez le jet, ou la folie temporaire, et ça je trouve ça, c'est pas con en fait. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais, ils le font dans les deux scénarios. Évidemment, vous devinez ce qui se passe, donc vous êtes tranquillement en train de bosser, et c'est là qu'il y a une main qui sort, et de la main, derrière la main, il y a une sorte de créature fantomatique composée entièrement de poussière. Vous arrivez à la maîtriser, voire à la détruire, sauf que vous ne pouvez pas la détruire, et la poussière se met à posséder soit un PJ, soit un PNJ, soit un animal. Et très rapidement, les joueurs se disent mais qu'est-ce qui se passe? Le patron de la boîte dit bon bah écoutez les cocos, faut que vous enquêtez parce que si jamais il y a un mec qui est mort, qui s'est ressuscité, enfin il y a un type qui est pas mort et qui part d'ici, on est vraiment on est vraiment mal barré, vous allez tous perdre votre job, donc on perd pas le nord. Ça vous ramène, comme vous l'avez deviné, à la grande maison des Stenmoor. Dans la maison des Stenmoor, avec un valet flippé qui dit j'entends des drôles de bruit, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien que Monsieur Stenmoor est mort, il a été assassiné par lettre de poussière, et c'est à vous de résoudre le problème. Vous savez, vous avez joué à Cthulhu, vous savez que si vous êtes des joueurs confirmés, vous savez exactement ce qui va se passer. Vous devez fouiller dans les effets personnels de Stenmore tout en évitant de vous faire attaquer par lettre de poussière, voire tuer, pour trouver le bon rituel pour pouvoir le neutraliser. Le rituel en l'occurrence, c'est juste dire son nom, mais il faut pouvoir retrouver son nom qui se situe dans un document, comprendre que c'est une momie égyptienne, sachant que vous êtes potentiellement des prolétaires, donc l'histoire et l'occulte, c'est pas trop votre truc, et enfin vous redéposez avec le rituel la momie qui rentre bien tranquillou dans dans son petit sarcophage, et normalement tout le monde est content. C'est un scénario qui est extrêmement simple, qui est vraiment fait pour l'initiation, et qui ne va pas satisfaire des gens qui sont vraiment des vieux roublards de l'appel de Cthulhu. On a les statistiques et on vous propose des options plus ou moins pulp, où par exemple, l'homme de poussière possède le cadavre de Stanmore, et donc vous avez un zombie supplémentaire qui vous poursuit dans le manoir. Second scénario, beaucoup plus intéressant, mais évidemment, c'est pas un scénario original, qui vient des Sacrements du Mal. Scarlet Sign Written. Non, c'est
Scarlet Written Crimson, je crois, je ne sais plus derrière. Sign Writ in Scarlet, donc des signes écarlates. Très très bon scénario. Donc, vous le savez, Lovecraft a deux obsessions. La première, c'est cette espèce de peur de l'autre, de l'étranger, d'une xénophobie latente, racée, qui vient de son enfance, de son milieu social, et du fait qu'il a l'impression de perdre son propre statut social en étant désœuvré et écrivain sans le sou, qui s'illustre dans ses romans par des méchants chocho, généralement des méchants partout, et l'idée qu'il y a des espèces de monstres chtoniens qui sont similaires aux monstres mythologiques dont parlait son grand-père quand il était enfant, qui dominent le monde et qui le domineront bien après nous. Et il y a une autre obsession, c'est l'idée que de thème, c'est l'idée que, en fait, en remontant, en fouillant son passé, son héritage, on accède à la barbarie, une sorte de barbarie primaire, antique. C'est le cas avec Charles Dexter Ward, qui, obsédé par son héritage, trouve un ancêtre qui est un puissant sorcier qui va l'assassiner et prendre sa place, littéralement. C'est le cas avec le type d'Innsmouth qui décide d'aller à Innsmouth et qui, au terme d'une course effrénée, s'aperçoit qu'il est lui-même un enfant en fait, d'Innsmouth et donc qui deviendra un hybride, qu'il est un hybride. C'est le cas d'un type qui décide de se soustraire à sa condition et qui sort d'une sorte de sa maison pour découvrir qu'en fait il est un mort-vivant. Plein de choses, encore et encore et encore. L'un de mes héros quand j'étais enfant, j'ai plus de héros parce que j'ai un peu vieilli et surtout je sais qu'il ne faut pas les rencontrer, c'était Hubert Chardot. Hubert Chardot, c'est quelqu'un qui était essentiellement l'un des principaux scénaristes chez Infogrames à la grande époque, années 90, 2000, sous l'emprise de Bruno Bonnell. C'était un fou de Lovecraft. C'était un mec qui était passionné par ça et qui a donné le là notamment sur un jeu que j'adore, les deux jeux officiels basés sur l'appel de Cthulhu. Donc à l'époque, Infogrames avait dépêché son directeur artistique qui s'appelait Patrick Charpenay pour aller aux États-Unis rencontrer Greg Stafford et bosser avec eux de bonne aloi. Il y a des souvenirs assez rigolos. Si ça vous intéresse, je vous encourage à lire mon livre. J'ai écrit un livre d'interview que vous pouvez trouver à 5 balles en e-book, où j'ai interviewé tous ces gens-là. Et en gros, l'idée, c'est qu'il avait une théorie qui était très intéressante, c'est qu'il disait par exemple que le nazisme, finalement, c'est ça. C'est l'illustration des romans c'est vraiment l'illustration du propos de Lovecraft, à savoir que des gens qui sont versés dans un pays qui était l'Allemagne, la Prusse, avec une longue histoire de philosophes, de capitaines d'industrie, de poètes, de peintres, du jour au lendemain, sombrent dans une barbarie la plus sombre, en vénérant en vénérant des éléments quasi mythologiques sur l'arianisme et la pureté et des choses qui sont en l'espace de quelques années. Et d'après lui, ça illustrait vraiment le fait que cette barbarie, cette monstruosité, elle était présente viscéralement en chacun de nous. Et je trouvais ça assez intéressant. Il y avait d'autres théories qu'on peut ou pas apprécier, notamment, ça je suis assez d'accord, que Lovecraft c'était essentiellement un crime d'esprit, et pas forcément, donc c'était un mec qui passait toutes ses craintes et ses angoisses sur le papier, et que peut-être que s'il avait vécu plus longtemps et qu'il avait vu les horreurs notamment des camps de concentration, il aurait sûrement changé son discours sur pas mal de choses. Enfin bref. Ce scénario-là parle d'un directeur d'asile qui vient d'Allemagne ou d'Autriche, je ne sais plus, et qui a une passion pour l'hypnose, le mesmérisme et surtout l'occultisme, et il est obsédé par l'espèce d'histoire prénatale du monde. Donc, travaillant avec une nurse un peu naïve, il va l'hypnotiser pour faire revenir son esprit dans le passé, dans le passé, dans le passé. Ça fait aussi beaucoup penser, à la jeune fille, le temps et la mort de Matheson. Et en fait, elle va aller trop loin et elle va tomber, vous le devinez, sur un chien de Tindalos qui passait par là. Et Canigou se dit que son déjeuner est présent et il va commencer à la poursuivre. Elle se réveille dans le monde réel, elle commence à flipper, elle se barre en courant, elle se dit mais peut-être que par le peu d'éléments occultes que j'ai appris, je peux assassiner des gens, leur graver des symboles, le chien de Tindalos va les manger et il va m'oublier. Sauf que les chiens de Tindalos n'oublient jamais rien. Donc l'idée c'est simple, c'est que y a des meurtres qui sont commis sur des hommes dans l'East End, donc le quartier de Jack l'Éventreur, le quartier pauvre de Londres, sur des hommes peu après la disparition de Jack l'Éventreur. Donc, grosse panique, les gens se disent « Ah mon Dieu, c'est reparti, on a Jack l'Éventreur 2.0 ». Les policiers ne savent pas quoi faire, et évidemment, c'est à vous, glorieux PJ, investigateur du mythe de Cthulhu, de savoir ce qui va se passer. Donc, vous avez la jeune fille que vous devez traquer, ensuite, il y a le professeur Vandorf, qui est le grand méchant complètement fou que vous devez traquer, et les deux Vandalois. C'est-à-dire qu'une fois, vous devez trouver la fille, potentiellement la garder en vie, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, sachant que Vandorf a aussi des chasseurs, il a 4 mecs qui poursuivent la jeune infirmière pour pouvoir la tuer, simplement. Ou au moins la ramener à l'asile, pour pas que ça s'ébruite et que toute son œuvre à lui soit détruite. Donc vous avez en plus de ça, il y a beaucoup de personnes.
En plus, il y a des gens qui travaillent à l'asile de fous qui sont pas méchants. Il y a un comité de citoyens de liste N qui fait des recherches, en fait, qui fait quasiment des espèces de... Ils sont avec leurs torches la nuit pour se protéger, qui sont gérés par un type qui cherche à utiliser un peu pour ses propres besoins, donc quasiment comme une mafia. Il y a la police, ça commence à faire beaucoup. Et c'est à vous, en tant que MJ, de gérer un peu tout ça. Donc l'histoire commence simplement, vous êtes convié au rapport d'autopsie sur les premiers meurtres, avec des symboles très étranges, et il y a une timeline. Donc plus vous avancez, plus il y aura de meurtres, et c'est à vous de jouer, parce qu'au bout d'un moment, le chien Tindalos arrive et mange la fille, et en fait, vous avez rien du tout, vous avez rien investigué du tout. Donc voilà, c'est très conséquent. Le scénario est assez costaud hein, quand même. Et évidemment, vous commencez à Whitechapel avec différentes options. Donc soit vous faites partie du comité de l'East End, soit vous avez lu les journaux, soit vous êtes à Scotland Yard. Et c'est à vous vraiment de comprendre ce qui se passe. Très rapidement, vous voyez que vous êtes poursuivi par les trackers, donc les pisteurs du professeur de l'asile. Et enfin, vous pouvez poursuivre, enfin, vous trouvez assez rapidement en fait la piste de la fille qui est désespérée parce qu'elle travaille en tant que, je sais plus, elle travaille en tant que couturière, je crois, dans une espèce de magasin, enfin d'usine, mais dans des conditions déplorables. Vous arrivez avec un peu potentiellement de vos joueurs à peut-être du Mesmerize, donc rappelez-vous, c'est la compétence pour hypnotiser les gens qui est spécifique à Cthulhu by Gaslight, et vous arrivez un peu à comprendre ce qui se passe. Potentiellement, vous la sauvez ou vous la laissez dans les bons soins d'un vrai hôpital, voire la police. Donc, direction l'asile. Dans l'asile, il va y avoir toute une enquête à faire aussi, parce que comment vous approchez, est-ce que vous y allez comme des bourrins, est-ce que vous êtes subtil, parce qu'il y a beaucoup d'innocents aussi dans l'asile. Est-ce que la police ou pas peut vous aider? Voire Vandorf appelle la police, et là vous êtes vraiment mal barré. On a les plans, il y a toujours tout ce qu'il faut, ça va de soi. Sauf qu'il y a des petits secrets évidemment dans l'asile, notamment le fait qu'il y a d'autres personnes qui ont été hypnotisées un peu trop par le bon docteur Vandorf, et elles sont allées tellement loin qu'elles sont tombées en contact. Donc il y a un pauvre gars en fait qui a été hypnotisé, qui est revenu à l'état primordial quand on était encore nous de la protomatière, pour aller vite, de l'espèce de boue originelle cosmique. Et donc déjà il est sacrément défoncé, donc évidemment il est dans le grenier, et vous avez même une option pulp si vous voulez, où là il n'y a plus de bonhomme, c'est juste la protomatière qui est présente, l'engeance primordiale, et là vous allez pleurer pour vous battre avec. On a toutes les preuves, les indices évidemment, comme il faut, avec comment vous, enfin potentiellement, qu'est-ce qui se passe si vous êtes chopé, kidnappé, torturé par le savant fou, des petits sorts qui vont bien, et à la fin, boum badaboum, le chien de Tindalos arrive, il a très très faim, et c'est à vous de savoir si vous avez, comme d'habitude, accumulé suffisamment d'indices, de rituels, de poussière, d'Imgazi, que sais-je, ou alors simplement vous avez créé une pièce sphérique pour empêcher le chien de Tindalos d'arriver pour vous battre contre la créature. Super illustration, très différente, mais dans un style hyper dynamique. Et c'est à vous donc voilà de savoir comment vous allez vous battre, sinon potentiellement la nurse finit en canigou et concrètement vous êtes un peu paumé. Alors avec un peu de chance, je pense que le directeur de l'asile vous le finirez par le mettre en prison ou le tuer, mais bon, on sait jamais, rien n'est jamais sûr dans l'appel de Cthulhu, vous le savez comme moi. Et voilà, donc c'est le second scénario qui est comme vous voyez avec des options pulp aussi, donc c'est plutôt sympa. Des grosses bébêtes. Et vous avez même des personnages pré-tirés qui sont disponibles. Tac, tac. Il y en a un paquet, hein, parce qu'il y en a pour les deux scénarios. Donc voilà, je suis désolé, hein, j'ai été extrêmement rapide, parce que, un, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, et deux, parce que je l'ai faite il y a 5-10 minutes, donc c'est très... Il faut que je bouge en fait, j'ai pas mal de trucs à faire cette semaine, donc j'ai vraiment besoin d'abattre du boulot pour la chaîne. Donc ce que je peux vous dire, c'est un supplément qui vaut 40 euros. Enfin, qui vaut 40 $. Je peux subodorer que ça vaudra 35 €, voire 40 € en France, plus les frais de port si vous l'achetez directement à Chaosium dans son entrepôt en Pologne. Personnellement, ça vaut pas le coup. Je vais être très honnête, je trouve que c'est cher. Pour deux scénarios, c'est cher. Quand vous dépensez 10 balles de plus, vous avez 4 scénarios dans le livre sur les scouts. Alors ok, on n'aime pas les scouts, mais sinon, si vous lisez l'anglais, vous achetez Sacrament du Mal en PDF sur DriveThru RPG, ça vous coûte que dalle. Je suis sûr qu'il y a des moyens occultes et puissants pour retrouver les scénarios en français, soit dans les éditions Sans Détour, je ne sais pas si Sans Détour les a sortis d'ailleurs, enfin j'ai jamais suivi là avec Sans Détour, donc je dis peut-être des bêtises, ou des choses un peu obscures qui traînent, enfin bref, je vais pas vous suggérer de faire comme Luffy et toute la bande de One Piece, mais bon, voilà, vous m'avez compris.
Et voilà, c'est compliqué parce que le premier scénario, qui est le seul scénario original, est un scénario d'initiation. Il n'est pas fait pour des joueurs très rodés sur l'appel de Cthulhu, alors que le second, c'est quand même bien costaud. Hein. Même pour le MJ, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de PNJ. C'est un scénario qui est assez subtil, qui est assez compliqué, et ça peut très bien se finir où vous voyez rien du tout et c'est game over. Enfin, vous passez complètement à côté du scénar. Le second est un excellent scénario, mais comme je dis, c'est un scénario dans les Sacraments du Mal, vous en avez 6. Donc, vous voyez pas mon autre main, mais il y en a 6. Je trouve que là, c'est fort du café. C'est quand même fort du café de vous en mettre que 2 pour ce prix-là, même si c'est très bien habillé, même si c'est très bien guidé, même s'il y a des pistes. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est trop et que je peux pas vous suggérer l'achat. C'est pas possible. C'est juste, c'est pas possible. Enfin, ouais, il y a un côté fond de tiroir. Bah, c'est comme le The Sauvage King pour Pendragon, ou dans Pendragon, on comprend parce qu'il découpe les morceaux de la campagne pour que ce soit plus digeste, et pour se faire plus de pognon aussi. Mais même dans Sauvage King, il y avait il y avait plein d'accroches, il y avait plein de descriptifs, mais au final, il n'y avait que 3 scénarios qui tenaient sur 5 pages. Quoi. Là, vous avez 2 scénarios, le bouquin fait, ok, il fait 122 pages, mais concrètement, vous retirez les annexes, vous retirez tout, vous avez quoi? Vous avez, je sais pas, 90 pages, même pas. Le premier scénar, à tout péter, il fait 30 pages, et encore même pas. Et le second, il en fait une cinquantaine. Donc bon, très honnêtement, je peux pas vous le conseiller. Prenez-le quand il y aura un Humble Bundle, mais bon, heureusement, j'espère que Chaosium lit pas trop le français, parce qu'ils vont peut-être faire un peu la gueule en écoutant ce que je dis, mais voilà, moi je j'ai pas été convaincu, et ce qui m'énerve, c'est que le second scénario, je l'ai lu, j'ai trouvé ça génial, et après, je me suis dit, ah mais merde, en fait, c'est déjà un scénario préexistant. Et là, ça a été un peu la douche froide. Et ce bouquin, c'est la douche froide. Et j'en suis désolé, mais des fois c'est comme ça. Et comme disait mon père, des fois dans la vie, bah, faut être un salaud. Et là, malgré tout le boulot qui est fait, malgré les illustrations, la mise en page, l'envie de faire quelque chose d'original avec le scénario qui se passe, en tout cas au début, dans un dust yard, avec des éboueurs, je peux pas le cautionner, enfin je peux pas vous le cautionner en toute honnêteté. Et bon, voilà, c'est le jeu. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Salut!